Vous écoutez dans notre communauté. Le pôle d'économie sociale de la Gaspésie et des îles tire un bilan positif de ses activités au cours de la dernière année, ce qui témoigne de la consolidation de leur leadership auprès des entreprises et des acteurs de l'écosystème de soutien en économie sociale dans la région. Noémie Bernier, directrice pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, en discute avec Marc Hébert. Pour mettre la table, il y en a peut-être qui sont un peu moins familiers avec le terme d'économie sociale ou entrepreneuriat collectif. Est-ce que tu voudrais un peu nous refléter un peu ce que ça veut dire, ces termes-là? Oui. La première définition qu'on peut donner, en fait, c'est une économie qui met l'humain au cœur, dans le fond, de la mission du projet, et ça devant le profit. C'est donc, oui, des entreprises qui vont faire des profits, donc des revenus, mais qui vont être réinvestis là, soit pour la mission, pour l'organisation, pour de meilleures conditions aussi là, au niveau des employés, etc. Puis en économie sociale, en fait, on a une particularité, c'est une forme d'entreprise. Alors, on a soit les organismes à but non lucratif, on en connaît quand même beaucoup autour de nous, là, mais en économie sociale, ce sont vraiment celles qui font c'est les organismes qui font de la vente de biens ou de services. Et il y a aussi là, les coopératives, là, donc qu'on voit aussi dans notre quotidien. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, l'économie sociale, c'est pas un secteur d'activité. Ça regroupe plusieurs secteurs d'activité. Des fois, c'est là la confusion là, pour plusieurs personnes parce que on retrouve des coopératives forestières en économie sociale, des télévisions communautaires en économie sociale, de l'aide à domicile aussi. Donc, voilà, parfois, là, l'ensemble de tout ça peut porter à confusion, mais ce sont des exemples d'entreprises collectives. Est-ce qu'on a une idée un peu du pourcentage sur le territoire de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, qui représente un peu justement qui sont sous le terme d'entreprise d'économie sociale, pardon? Oui, puis j'en profite pour dire qu'on a aussi des données sur notre site internet, donc économie sociale gim.com. Il y a ces informations-là que vous pouvez retrouver là, pour tous ceux qui souhaitent s'informer, mais dans le fond, les plus récentes données qu'on a pour la région, c'est le portrait là, de 2019 qui a été produit par l'Institut de la statistique là, du Québec. On en attend un prochain, normalement, devrait venir d'ici 2025, mais le temps va quand même vite. Et donc, dans ce portrait-là, on parlait quand même de 350 entreprises d'économie sociale là, dans la région, dont, je pense, un 80% là, qui sont des organismes à but non lucratif. Le restant, beaucoup de coopératives et un faible taux là, de mutuelles. Je vous parle moins de mutuelles là, parce qu'on est un peu moins familier, puis en même temps, ils sont très spécifiques, là, plus au niveau du secteur de l'assurance et on en voit moins de nouvelles. Fait que, donc voilà, puis dans le fond, dans ce portrait-là, on mentionnait quand même, c'est 350 entreprises, oui, mais qui emploient près de 3700 là, personnes là, et qui génèrent globalement là, un chiffre d'affaires qui totalise à peu près 347 millions là, de dollars. Donc, toute l'information quand même se retrouve sur le site, mais comme je l'ai dit, on attend des données plus récentes parce que avec la pandémie, on a vu des entreprises qui ont eu des enjeux, mais qui ont su se renouveler, ou même des nouvelles entreprises qui se sont créées, donc avec des opportunités finalement selon des secteurs d'activité. Donc, je serais bien curieuse là, de voir les chiffres aujourd'hui. Oui, parce que est-ce que on peut être une entreprise d'économie sociale sans vraiment le savoir? J'imagine pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le terme. Et tu disais un peu, c'est ceux qui réinvestissent dans la communauté. Est-ce que ça veut dire que sans la recherche absolument du profit, mais est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce que c'est un certain pourcentage à un moment donné qui dit que voilà, toi t'es en économie parce que tu investis tant de pourcents? Comment est-ce que vous le définissez dans une entreprise ou une association? C'est une belle et grande question. J'aime toujours ces questions-là. Donc oui, effectivement, une organisation, de par le roulement au sein de l'équipe,
de par le roulement au sein du conseil d'administration aussi, puis on pourra en revenir, mais à un moment donné, il peut se poser la question, est-ce que moi, je suis une entreprise d'économie sociale? Donc, il y a quelques entreprises sur le territoire là, qui me contactent des fois, puis réalisent pas effectivement qu'ils font partie là, de ce grand mouvement. Et c'est important alors de mentionner, on a quand même au Québec un cadre législatif. Depuis 2013, on a une loi sur l'économie sociale et en fait qui balise un peu les critères. Tu sais, comment est-ce qu'on peut regarder et s'assurer d'avoir une lecture globalement commune là, de ce que c'est qu'une entreprise d'économie sociale. Donc, la première chose, on parlait tout à l'heure, là, je vous disais, il y avait une forme d'organisation. Donc, effectivement, il y a vraiment un modèle juridique qui est nommé. Donc, que ce soit les organismes à but non lucratif, des coopératives ou des mutuelles là, pour continuer sur ce chemin. Et ensuite, il y a des critères, 6 critères qui sont définis pour faire partie là, de je suis une entreprise d'économie sociale. La plus évidente, c'est la finalité sociale. Hein? Donc, ce sont des entreprises qui répondent aux besoins de leurs membres, souvent pour les coopératives, et ou de la collectivité. Hein? Donc, il y a un besoin commun, puis les gens se mettent ensemble pour créer une entreprise collective, ce qui crée la finalité et la mission sociale. Ensuite, puis je ne les passerai pas dans l'ordre parce que vous allez comprendre après. Mais ensuite, il y a une question d'autonomie de gestion. Donc, ce sont des entreprises qui ne sont pas sous contrôle décisionnel là, de, par exemple, une ville ou une autre organisation aussi. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment des entreprises qui se développent parce qu'il y a un besoin, puis qui ont vraiment une autonomie là, au niveau de leur gouvernance puis de leurs opérations. Ça ne veut pas dire pas avoir de soutien. Il y a une nuance. Ce sont des entreprises, comme je le mentionnais tantôt sur la question de réinvestissement de revenus dans l'entreprise en soi, dans la mission. C'est un peu ce qu'on nomme la gestion des surplus. Donc, pour les organismes à but non lucratif, par exemple, il y a quand même une particularité au niveau de la loi qui, en fait, interdit qu'on distribue cet argent-là donc, par exemple, au sein du CA ou juste dans les poches de la direction, c'est ce qui fait la particularité quand même là, du modèle. Donc, oui, on peut investir dans des conditions là, de travail, mais c'est donc à chacune d'entreprise de voir un peu qu'est-ce qu'on fait finalement là, quand on a des surplus. Au niveau des coopératives, c'est un peu différent. Si vous êtes membre de Desjardins, ben selon les opérations, vous avez le droit à une ristourne. Donc parfois, selon les types de coopératives, il y a un certain retour là, à l'utilisateur, là, mais évidemment selon l'opération ou le travail qui est effectué là, dans le cas de coopératives avec des travailleurs. Ce sont des entreprises aussi qui, normalement, en cas de dissolution, ça c'est le point plus technique, là, que des fois on n'aborde pas quand on est vraiment en surface, là, mais qui indique que dans le fond, si l'entreprise vient à devoir fermer les portes, que ce qui reste au niveau de leurs biens soit dévolu à une autre personne morale qui partage là, à peu près soit la même mission ou les mêmes objectifs. Le but étant de répondre à plus long terme que la vie de l'entreprise aux besoins qui a été exprimé par les membres ou la communauté. Donc, c'est une particularité. Puis, je pourrais vous parler de la durée de vie des entreprises. Là, c'est des entreprises qui ont plus de 35 ans en Gaspésie. Je pense qu'on a un très haut pourcentage. Là. Donc, on touche pas souvent à ce point-là, mais quand même. Et j'en arrive aux 2 derniers là, que j'ai gardés pour la fin, mais qui va toucher à la question, là, OK, pourcentage de revenus là, que tu mentionnais tout à l'heure, et même de la gouvernance dont je parlais. Donc, l'entreprise doit avoir une gouvernance démocratique, donc s'assurer d'avoir un ensemble de pratiques. Parce que quand on le dit comme ça, c'est un peu, ça fait peur, là, le concept, mais d'avoir un ensemble de pratiques ou de bonnes pratiques qui impliquent les membres et certains processus ou procédés là, dans les décisions stratégiques. Donc, par exemple, le conseil d'administration, c'est une forme, une étape, si tu veux, là, dans la gouvernance démocratique, quand on a un groupe de membres qui sont là avec un pouvoir donné par l'Assemblée générale annuelle, qui est un autre morceau là, de cette gouvernance et qui permet donc, de conserver un peu une vision, comme je le mentionne, stratégique. Là. Ils sont pas là pour faire l'opération de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau de la direction, des employés.
mais pour garder du sens à travers la mission et tout ça. Et donc, il y a toutes sortes de pratiques là-dedans pour avoir vraiment une gouvernance démocratique. Puis ça, c'est la grande particularité, je dirais, là, dans le modèle collectif, là. Et sinon, ben, quand on parle d'une entreprise d'économie sociale, le bout le plus déchirant, ou en tout cas pas déchirant, mais sur lequel des fois, on n'a pas la même définition ou la même vision, c'est évidemment la question du principe sur la viabilité économique. Donc, parce que dans la loi, on parle de viabilité économique, mais entre toi et moi, ben, des fois, on peut la définir autrement, ou en tout cas, on peut ne pas nécessairement la définir par exemple, je vais avoir 50% de revenus de façon autonome de par ma vente là, de biens ou de services, là. Donc, dans ce contexte-là, ce que j'aime présenter, là, puis tu me diras si c'est clair, mais l'économie sociale, c'est comme un grand spectre. Et là-dedans, on retrouve les entreprises d'économie sociale qui répondent à ces critères-là très spécifiques là, que je viens de mentionner et qui, eux, ont la particularité que pour répondre à leur mission, ils ont une posture entrepreneuriale. Donc, il y a forcément une vente de biens ou de services pour y arriver. Donc, c'est pas juste, par exemple, je vous ferai le parallèle après, là. Et on peut retrouver en dehors de ça quand même des projets en économie sociale, donc par exemple qui peuvent être portés par d'autres organismes qui sont pas clairement dans la vente, mais qui parfois pourraient développer un petit volet là, OK, il y a un besoin là, dans ma communauté. Je pense entre autres aux organismes communautaires, donc qui sont aussi très près des besoins de la communauté, puis qui des fois peuvent voir des besoins connexes et qui pourraient décider effectivement de développer vraiment un volet spécifique là, d'activité de vente de biens ou de services. Mais ça ne voudrait pas dire nécessairement que ça serait une entreprise collective quand même. Il y a plein de nuances, puis c'est toujours selon comment est-ce qu'on le présente. Là, on essaie toujours d'être clair, mais j'espère l'avoir été. Oui, c'est très clair. Puis ça m'amène à te demander, qu'est-ce que la région, on va parler de Gaspésie, de la Madeleine, a gagné qu'il y ait une forte pourcentage justement ou un grand nombre d'entreprises qui sont justement sous ce chapeau d'économie sociale. Et donc, qu'est-ce que ça apporte à un endroit au niveau, j'imagine, peut-être qualité de vie, économie, tout ça. Comment est-ce que toi tu nommerais, est-ce que ça apporte un plus ou à la région? Oui, ben naturellement, j'amènerais les gens à consulter notre portrait là, et impacts sociaux des entreprises d'économie sociale dans la région, qui est accessible sur le site. Donc, pour ceux qui aiment lire des documents un petit peu plus longs, mais sinon, je fais ça en synthèse dans les prochaines minutes, parce qu'effectivement, ça a été documenté. Il n'y a pas juste un impact économique, puis la création d'emplois, tu sais, qu'on regarde souvent plus au niveau de l'entreprise, mais il y a tous les autres impacts à côté, là, donc les retombées, si tu veux, là, de ces entreprises collectives-là, qu'il faut nommer. Une des particularités, c'est que souvent, comme ça vient de la base, hein, c'est un besoin de la communauté ou des membres qui émergent. Ce ne sont pas des services qui vont nécessairement être centralisés. Donc, si, je sais pas moi, une communauté un petit peu plus loin que le centre-ville de Gaspé, pour prendre l'exemple où je suis, la communauté pourrait très bien se mobiliser pour que le service soit donné dans sa communauté, et ce, malgré des enjeux de distance, de transport et tout ça. Donc, c'est une particularité parce que il y a certaines entreprises qui ne feraient pas ce choix de par le flux, finalement, de personnes qui pourraient venir, donc de clients qui pourraient arriver à la boutique là ou au commerce pour les services vendus. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que les entreprises vont souvent agir au niveau de la proximité. Donc, proximité des services, l'exemple que je vous mentionne actuellement, proximité de produits, là, qui peut être par la bande aussi là, le fait d'être décentralisé, mais aussi l'accessibilité par exemple, le transport. Ici, on a quand même toute la structure de transport collectif qui a été, à travers les années, là, pris sous le chapeau de la régime, là, mais quand même, ça permet de rattacher les gens là, d'une distance à l'autre, considérant qu'on a une grande région. Et la proximité sociale. Puis, dans cette proximité-là, je pense
je pense qu'on doit nommer aussi la participation. Donc, de par la particularité, l'entreprise d'économie sociale a beaucoup de d'abord, comme je le mentionne, mais je le répète encore, hein, très proche de la communauté. Donc, des comités de bénévoles, de travail, de mobilisation, il y en a de toutes sortes, dans toutes sortes de secteurs. Donc, ça crée à quelque part des gens qui souhaitent s'impliquer puis dire, ah, moi, j'aimerais ça avoir de l'impact là, dans ma communauté. Puis, il me semble que le projet là, Musique du bout du monde, c'est vraiment intéressant. Ou il y a l'entreprise d'aide à domicile qui organise quand même un comité de bénévoles sur la réflexion des services. C'est intéressant, je vais y aller. Donc, ça permet cette participation-là. Et même plus, tu sais, quand on s'implique au sein d'un conseil d'administration, il y a toute une portion d'apprentissage, mais une portion aussi là, nécessaire et importante là, pour le développement de l'entreprise. Donc, tu sais, on joue vraiment un rôle individuellement dans le service qui est rendu là, dans la collectivité. Donc, quête de sens, voilà. Donc, ça vient chercher aussi des gens qui veulent briser de l'isolement, par exemple. Donc, les nouveaux arrivants là, qui ont l'intérêt de s'impliquer dans une cause qui est à cœur, ben, il y a beaucoup d'entreprises là, qui seraient bien ouvertes à les avoir proches. Donc, puis là, on pourrait s'éterniser, mais c'est des exemples là, que j'ai là, de pourquoi c'est pertinent. Puis ici, naturellement, si vous regardez les secteurs d'activité qu'on a le plus représentés, le principal qui ressort, là, c'est le tourisme et le loisir. Puis après, art, culture et médias. Donc, il y a quand même une certaine vitalité là, dans ces secteurs-là, puis qui est notamment portée par ces entreprises collectives. Là. Fait que, ça intéressant. Et on se parle aussi parce que vous avez déposé votre bilan 2022-2023, hein, c'est bien ça. Oui. Que vous dites positif. Alors, c'est sûr que ma question est un peu large, mais pourquoi est-ce que ça a été positif? Si tu voulais nous faire un peu un résumé de votre bilan. Oui, on a cherché longtemps pour le titre. Ben, positif dans le sens que ça a été quand même une très grosse année. Puis je pense que l'équipe a réussi à arriver là, avec l'ambition qu'on avait là. Donc, considérant que c'était notre première année de planification stratégique, on avait des grandes orientations quand même pour cette année. Un travail de fond avec nos partenaires de l'écosystème, donc toutes les organisations qui soutiennent les entreprises là, de près ou de loin. Donc, il y a eu un gros travail là-dessus cette année. Mais aussi là, une démarche au niveau de l'émergence de projets. Donc, s'assurer de suivre ou d'offrir un parcours d'accompagnement pour des promoteurs qui se mettent ensemble, qui se disent moi, j'ai peut-être une idée qui conviendrait dans un modèle collectif, mais ça aussi, là, dans la dernière année, on a eu beaucoup d'activités de ce côté-là et de réagir devant des enjeux aussi de la région. Donc, on a été présent, entre autres, sur la question du logement. Donc, positif, comme je vous le dis, parce que on a réussi à atteindre, dans le fond, les grands objectifs qu'on avait. Puis positif dans un contexte où on a eu beaucoup de changements, ben beaucoup. On a eu toutes sortes de personnes qui sont passées dans l'équipe, là, si je peux dire. Donc, on a eu une directrice par intérim, on a eu 2 ressources aussi à l'accompagnement d'entreprises qui ont mené là, avec brio différents dossiers là, dans l'organisation. Puis évidemment, ben les retombées reviennent aux entreprises et aux communautés qu'on a visitées. Fait que ça me semble que c'est assez positif. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est un sujet on pourrait discuter longtemps. Mais je te remercie en tout cas pour ton temps. Et puis, on souhaite toujours une longue vie aux entreprises d'économie sociale. Ce que j'ai bien entendu aussi, c'est que pour ceux qui nous écoutent, tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, je sais que votre site internet est assez riche par rapport à ça, documenté, tout ça, pour ceux qui voudraient déjà savoir s'ils se situent sous ce terme-là ou voudraient juste avoir plus d'informations en général. Est-ce que tu voudrais nous rappeler un peu les différents endroits où on pourrait trouver l'information? Oui, mais il y a évidemment là, pour une première prise de vue, puis pour connaître nos activités là, qui s'en viennent, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, donc, on a une page Facebook là, au nom du pôle d'économie sociale, aussi sur Instagram selon les différents publics. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là, pour. Puis des fois, on met de l'avant là, certains contenus de c'est quoi l'économie sociale. Donc, ça peut être pertinent à suivre. Sinon, il y a évidemment le site internet là, comme mentionné. Donc,
économiesocialgim.com. Qui d'ailleurs va être revampé là, pendant l'été. Donc, à l'automne, on aura encore plus un beau site à vous présenter là, pour prendre l'information sur l'économie sociale. Puis, la dernière chose que j'aurais à dire, ben, c'est n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a quand même une belle équipe là, de 3 personnes. Donc, que vous pouvez, au niveau des entreprises, contacter si vous avez des questionnements. On va être là pour répondre et puis vous aiguiller. Donc, ça fait le tour de nos plateformes de communication. On est un petit peu sur LinkedIn, mais c'est un autre... Oui, pour un autre type de personnes. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Noémie, pour ton temps. Merci à toi. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local.